C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem, épisode 90, 4 novembre 2024. Au sommaire, la situation des personnes queer à Gaza, un an après le début des attaques israéliennes. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, quels sont les enjeux pour les personnes des communautés de LGBTQIA+. Un jeune sur 4 subit de l'intimidation, notamment les jeunes des communautés queer. Ensemble pour le respect de la diversité lance une campagne pour contrer cette haine. Les pour et les contre du coming out au travail et le retour de la chronique Voyage. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. Le conflit à Gaza dure depuis plus d'un an. Guillaume Lavallée est journaliste. Il est aussi professeur à l'École des médias de l'UQAM. Il a récemment publié un livre qui s'intitule Gaza avant le 7 aux éditions du Boréal. Il a été correspondant de l'agence France-Presse au Pakistan et en Afghanistan et chef de bureau de Khartoum et de Jérusalem. Alors, Guillaume n'est pas queer, mais il connaît bien la situation de ces personnes dans cette région du monde. Bienvenue à l'émission. Re-bienvenue. C'est une deuxième fois qu'on te reçoit, Une Guillaume. deuxième fois. Merci beaucoup. Oui, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, d'abord, ce que révèle ton livre est troublant. Avant même le 7 octobre, 7 octobre 2023, il faut le dire, Gaza était devenu un laboratoire pour l'industrie militaire israélienne à coups de drones et entre autres. Comment ça se passe, ça? Les drones, en fait, les drones, c'est que la question de la sécurité des frontières d'Israël est une question qu'Israël se pose depuis sa création en 1948. Puis dans les années 60, à la fin des années 60, début 70, les Israéliens ont développé des drones, c'est-à-dire qu'ils mettaient des caméras sur des avions pour voir ce qui se passait de l'autre côté, par exemple la frontière en Égypte, puis après au Liban. Et ce qui s'est passé pour la bande de Gaza, c'est qu'à partir du moment que le Hamas a pris le contrôle dans la bande de Gaza en 2007 et que les Israéliens ont imposé un siège sur la bande de Gaza, la manière qu'ils avaient de monitorer en fait ce qui se passait dans la bande de Gaza, c'était en grande partie par les drones. Et donc, il y avait des drones qui patrouillaient le ciel de Gaza H24. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un drone, en anglais, drone, ça référence à un bourdon, donc à un bourdonnement. OK? Et donc, c'est un bourdonnement constant dans le livre. J'appelle ça comme si une tondeuse à gazon était toujours au-dessus de votre tête. Donc, à Gaza, ça c'est un des aspects dont les Israéliens ont développé toute une industrie du drone et les Gazaouis, eux, vivaient sous le bruit puis la menace constante de ces drones-là, en fait. Je peux juste imaginer donc qu'il y a des répercussions psychologiques à tout ça. Exactement. Donc, il y aurait des répercussions psychologiques parce que le drone, il peut frapper, c'est-à-dire ça peut être un drone armé qui tue une personne, mais même s'il ne frappe pas, c'est constamment un vrombrissement dans vos vies. Je vais prendre un exemple. Moi, quand je dormais à Gaza, parce que je dormais souvent, le soir, il y a un moment donné où dans ton lit, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis c'est vraiment le son constant du drone. Parce que pendant la journée, souvent avec le tintamarre du jour, les klaxons, le bruit du marché, si ça, vous perdez le bruit du drone. Mais quand tout arrête le soir, puis il faut aller dormir, à ce moment-là, là, ça devient une espèce d'écho assourdissant. Puis les enfants avaient de la difficulté à dormir. Donc, ça rentre dans la psychologie. Puis les psychiatres à qui je parlais me disaient, OK, Guillaume, tu me parles du drone, mais dans le fond, c'est un des symptômes parmi tant d'autres parce que la situation de vivre sous un siège est tellement complexe et affecte tellement la santé mentale que le drone, c'est pas un facteur que tu peux isoler, c'est une partie d'un cocktail qui est vraiment explosif pour la santé mentale de la population sur place.
Ben justement, parlons de cette santé mentale, parlons du fait de vivre en état de siège dans une situation minoritaire. Souvent, quand on est opprimé, on se tourne de bord pour on opprime une autre minorité. Puis je veux t'amener à parler des communautés queer, parce que je sais que tu as rencontré plusieurs personnes queer avant Oui. le 7 octobre 2023. Comment c'était pour eux autres? En fait, à Gaza, c'est particulier parce que bon, le Gaza est géré par le Hamas, parce qu'il y a le siège israélien sur Gaza, mais il y a aussi la bande de Gaza qui est contrôlée par le Hamas. Le Hamas a un agenda religieux quand même, c'est un mouvement islamiste, donc qui a son idéologie religieuse bien ancrée, puis qui au début a voulu, à son arrivée au pouvoir, là, vraiment instaurer une forme de charia assez serrée. Et moi, ce que je trouvais, c'est avec le passage du temps, le Hamas avait, je dirais pas compris, mais avait constaté que la population souffrait tellement déjà du siège que de surrenchérir sur l'agenda religieux, c'était pas le mieux. Euh, et donc que dans les dernières années, en tout cas moi, des gens à qui je parlais, quoi, me disaient qu'ils avaient commencé, par exemple, à faire leur coming out, à dire à des membres de leur famille qu'ils avaient une identité de genre ou une orientation sexuelle qui n'était pas celle que, disons, que le mouvement Hamas poussait, pour le dire poliment. Et donc, ces voix-là s'exprimaient dans la société, en fait, dans certains pans de la société à Gaza, parce que on oublie, mais même si Gaza c'est petit, même si Gaza c'est pauvre, il y a quand même des endroits qui sont beaucoup plus conservateurs que d'autres. Et la ville de Gaza, les quartiers centraux de Gaza, où il y a des universités et tout, euh, il y a des grandes familles qui ont un peu d'argent quand même. Dans ces milieux-là, c'était plus facile, je pense, de dire certaines choses, quoique ça n'allait pas être annoncé dans toute la société. On n'allait rien publier sur les réseaux sociaux en ce sens-là. Mais entre eux, les gens, certaines personnes se le disaient, surtout chez la jeunesse. Donc, je dirais, en bas de 30 ans, là, on le voyait. Et donc, ils s'affichaient d'une certaine manière, mais quand même, il y avait toujours la crainte d'être dénoncé parce qu'il y avait à une certaine époque une police des mœurs aussi pour voir si même, par exemple, une femme fréquentait un homme hors mariage ou quoi que ce soit. Même, tout ça, là, c'est un cocktail assez compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans les dernières années, il y avait quand même certaines personnes qui, Il y avait un début d'émancipation, qu'on pourrait dire. d'émancipation, oui, c'est Ouais. ça. Puis le Hamas comprenait qu'il faut pas trop, ça servait plus à rien de taper trop là-dedans comme il avait fait au début de leur régime parce que ça allait simplement aller jouer contre eux parce qu'une partie de la société qui était un peu aussi épuisée de leur agenda islamiste. Cela dit, depuis le début du conflit, on a vu à quelques reprises, des photos de soldats israéliens queer qui s'affichaient avec un drapeau devant des ruines à Israël, pas Israël, pardon, à Gaza, excuse-moi. Oui. Euh, on- Pourquoi on fait ça? C'est en Israël, l'identité de genre et tout, hors les milieux juifs orthodoxes, hein, parce que là, c'est une approche, un rapport un peu religieux qui complique les choses. Puis vous avez des gens qui sont politiquement il y a très à droite comme très à gauche. Et donc, il y a des gens qui, dans l'armée israélienne, qui vont sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de conscrits, hein, et ben, de conscrits, en fait, de beaucoup de réservistes, qui vont, je dis, des réservistes qui vont combattre à Gaza, puis je n'arrive pas à expliquer pourquoi les gens font ça, peu importe leur identité de genre, pourquoi. Ça a été vu comme du pink washing. Je ne sais pas si l'expression t'est familière. Oui, ben, en fait, l'armée israélienne a toujours eu un discours très, euh, puis une publicité, puis une communication là-dessus. C'est-à-dire que nous sommes l'armée de tous et, par exemple, je fais pas dans le gamme, là, mais c'est vous êtes vegan, vous êtes les bienvenus dans l'armée. Vous avez une idée de genre différente, vous êtes bienvenus dans l'armée. Nous sommes l'armée de tous. Parce que, tu sais, il y a un service militaire qui dure 2 ans et demi en Israël. Et ce service militaire-là, euh, les Israéliens veulent aussi permettre à des Juifs qui sont non résidents d'Israël, mais qui habitent par exemple au Canada, aux États-Unis, en France, de venir faire l'alliant, en fait, de venir faire leur montée en Israël et en même temps de joindre le service militaire. Donc, c'est sûr que si vous avez un discours qui est totalement en décalage des sociétés occidentales, ça va être plus difficile de ramener du monde pour, pour venir faire le service militaire, pour venir faire l'alliant. Donc, ça fait partie. L'armée a toujours été très claire là-dessus. Puis c'est une manière aussi dont elle jouait la carte pour se dire
vous voyez bien que nous sommes le phare de l'Occident dans le monde, dans cette région du Moyen-Orient où les autres armées vous diront jamais ça. Donc oui, il y Mais, avait ce discours-là. Puis mais- oui, c'était vu par certains comme du pinkwashing parce que bon, c'est quand même une armée qui occupe un territoire, celui de la Cisjordanie, puis qui est présente militairement et qui bombarde constamment la bande de Gaza, puis maintenant le sud du Liban. Voilà, mais c'est comment les il choses fonctionnent, je dirais. n'y a pas un danger que ça se retourne à nouveau contre une minorité au sein de la minorité, c'est-à-dire que ça choque tellement les gens qui voient ça, qui combattent Israël, que pourrait se retourner contre les communautés quoi, qui commençaient à peine à avoir quelques balbutiements à Gaza. Euh, Potentiellement, mais je pense qu'en Israël, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que ça unit au pays, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à part dans la guerre, parce que c'est vraiment du point de vue israélien, en fait, dans le logiciel israélien, c'est un effort collectif de guerre, puis c'est l'espèce d'idée qu'il faut que le pays soit uni, même si le pays n'est pas uni, parce que sur certains aspects, par exemple, Netanyahou, la conduite de la guerre ou quoi que ce soit, il y a toujours l'espèce d'idée que il faut quand même trouver des vecteurs d'unité. Et en ce sens-là, ça en fait d'une certaine manière partie. Mais tu sais, tout ça est fragile parce que la société israélienne, des fois, Mais je voulais elle dire est un surtout, peu. surtout à Gaza, est-ce qu'il n'y a pas un danger que ça se retourne contre les personnes queer? Euh, C'est pas facile à répondre, hein? c'est facile à répondre. J'avoue que je sais pas. Je sais pas. Écoute, Mais Guillaume, merci beaucoup. Je sais que c'était des questions assez pointues non, non, mais c'est très intéressant. Ça m'amène des fois à des endroits où je suis pas allé, tu sais, dans la réflexion. Puis je trouve ça vraiment très, très, très intéressant, en fait. ben moi, je voudrais te remercier. Puis on va souhaiter, je ne sais pas si on peut souhaiter shalom, la paix ou je ne sais plus trop quoi, mais je ne sais pas si un jour on va voir ça entre la Palestine et Israël, hein. Ben, je trouve que pour le niveau de violence est tel aujourd'hui que c'est difficile de voir comment chacun va pouvoir faire la paix avec l'autre. Mais Ouais, peut-être un cessez-le-feu, hein, on se le souhaite, mais la grande paix, euh, ça va. attendons encore. Mais un Attends encore. cessez-le-feu à tout le moins. Alors, je rappelle, Guillaume Lavallée, journaliste, il est auteur de Gaza avant le 7, carnet d'un CHC publié chez Boréal. Merci. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make America queer always. Make America Queer Always, des nouvelles des États-Unis. Wow, il semble que ça fait une éternité que ça traîne. Écoutez, ça va être demain, le 5 novembre, que les États-Unis, en passant, je refuse d'utiliser le mot américain pour désigner les résidents des États-Unis, parce que les Américains, ça inclut tous les habitants et habitantes des Amériques. Donc, c'est demain que les États-Unis vont se prononcer à savoir qui de Kamala Harris, candidate démocrate, ou de Donald Trump, candidat républicain, ancien président et criminel reconnu par les tribunaux, sera leur présidente et président. Il faut dire les vraies choses ici, il faut donner les contextes et les informations, je les donne. Ce sont des élections car les électeurs et électrices de ce pays doivent également élire le tiers des personnes sénatrices et l'ensemble des 435 membres de la Chambre des représentants, donc la Chambre basse du Congrès. Pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, mardi ou vendredi ou en balado, les choses risquent de changer ou pas, car les sondages sont si serrés qu'il se pourrait qu'on se retrouve dans une situation du genre de Al Gore versus George W. Bush en 2000 et attendre plus de 6 semaines avant qu'on sache qui sera élu présidente ou président. Alors, pour parler de tout ça, on va rejoindre notre correspondante à Chicago, la professeure d'études féministes et queer à l'Université de l'Illinois, Chantal Nadeau, pour parler des enjeux dans une optique queer de ces élections. Salut Chantal! Salut Denis Martin. Es-tu fébrile un peu? Disons que j'ai l'anxiété dans le plancher. Et puis, il n'y a pas juste à Winnipeg que les nuits sont courtes. Ah, Voilà. Ou d'accord. longues. Bon, OK. alors, On ne dort pas beaucoup. allons-y. Des sondages démontrent que les enjeux qui motivent les électeurs des minorités sexuelles et de genre ne diffèrent pas tant des enjeux qui motivent la population en général. Donc, c'est quoi l'enjeu principal pour nos communautés? Ben, c'est à la suite d'un sondage qui a été fait par l'organisme non gouvernemental GLAAD, qui existe depuis plusieurs années et qui
qui s'intéressent finalement aux propos diffamatoires contre les communautés LGBTQ dans les médias, mais aussi dans les industries culturelles surtout. Alors, ils ont fait un sondage très récemment, au printemps 2024, et ce qui ressort, c'est que vraiment les enjeux économiques qui dominent finalement ce qui intéresse les communautés LGBTQ au niveau des élections. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Alors, quand on parle d'enjeux économiques, bien sûr, on parle de- d'insécurité alimentaire, de précarité de l'emploi, de l'accès au logement, qui sont quand même aussi des préoccupations qui touchent la population en général et aussi au Québec, la même chose. Alors, c'est assez intéressant de voir ça. C'est ça qui se passe dans Donc, leurs intérêts. Alors, donc, ils ont les mêmes préoccupations. En fait, c'est normal, hein? Avant de commencer à passer à nos besoins plus spécifiquement queer, on a besoin d'avoir un toit sur la tête, de quoi manger, un job, et puis l'inflation, tout ça, ça inquiète tout le monde. Et dans ce cas, qui de Kamala Harris ou Donald Trump représente mieux les aspirations des personnes queer, d'après toi? ben, tu sais déjà ma réponse, mais c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que les médias le présentent. Ouais. Alors, d'une certaine façon, ce qui arrive dans ce discours-là, c'est que Trump s'est présenté et les républicains se présentent comme les héros de l'économie, alors que justement, toutes ces questions-là sur l'accès au logement abordable et tout l'administration Biden a très bien fait. Et aussi, c'est aussi des questions qui échappent aussi au président ou à la présidence parce que c'est des questions très locales. Donc, c'est les villes, c'est Ouais. les États qui investissent dans ce domaine-là. Alors, c'est intéressant que ça se transfère, si tu veux, au niveau des présidentielles, alors que le président a très, 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 très peu de marge de manœuvre là-dessus. Ils peuvent déployer les fonds, mais les fonds, après c'est les États qui décident comment on Tout les à fait. administre. Et je vais juste rapidement dire là-dessus, c'est que des sondages ont montré, en fait, et même les économistes disent que les États-Unis se sont très bien tirés de la récession et de la crise post-COVID, mais que Trump a réussi à faire croire à tout le monde que tout allait très mal aux États-Unis, alors que c'est pas vrai. C'est quand même quelque chose, hein? Oui, et puis c'est sûr que quand on parle d'insécurité alimentaire, on en a discuté quand on s'est jasé en fin de semaine, Denis Martin, mais c'est sûr que les banques alimentaires ont explosé aux États-Unis. Alors la question des denrées alimentaires accessibles, ça c'est sûr que c'est une question qui est très, très pointilleuse, mais encore là, c'est aussi l'espèce de monopole des grandes compagnies qui contrôlent le prix sur le marché. Et donc, encore là, c'est qu'au niveau de la présidence, c'est pas nécessairement eux ou elles qui peuvent faire une différence à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'ils sont complètement blanchis, là, mais au niveau c'est sur le terrain que ça se passe. Donc, c'est au niveau des villes et des États. Allons au deuxième enjeu qui a été noté, ce serait donc celui des droits reproductifs. Oui. Bon, ça, c'est sûr que depuis 2022, hein, l'arrêt Dobbs qui a finalement invalidé la question de l'accès à l'avortement protégé au niveau national par la Cour suprême américaine. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce que c'est pas juste la question de l'avortement, même si c'est ça qui ressort, et même Kamala Harris, elle a vraiment retravaillé son discours pour vraiment intégrer ça plus au niveau du contrôle du corps des femmes et des personnes trans. Donc, c'est un enjeu qui rejoint beaucoup les communautés queer, les jeunes surtout. Et sous cette vignette-là, ce que j'ai trouvé de vraiment fascinant, et comme tu le sais, il y a plusieurs États, on est rendu à 27 États maintenant aux États-Unis qui restreignent de façon très agressive l'accès à l'avortement. Ce qui est intéressant, c'est pas juste dans les, les explications des différentes lois, si tu veux, d'État, on inclut également la procréation médicalement assistée, ce qu'on appelle le PMA, et parce que ça requiert des traitements hormonaux très souvent, et ça permet aussi, à travers la restriction de l'accès à l'avortement, ça permet aussi de contrôler et de limiter d'une façon très agressive l'accès aux traitements hormonaux pour les personnes trans. Wow. Alors, C'est tordu, hein? oui,
C'est tordu, puis bon, comme je dis toujours, les républicains sont crasses. Alors voilà. Bon, alors je vais poser la même question que je t'ai posée tout à l'heure. Lequel, je sais que tu vas me répondre Kamala Harris, mais quand même, pourquoi ça serait elle qui serait la meilleure personne pour représenter les aspirations des personnes queer à ce niveau-là? Donc, ça a été son cheval de bataille depuis l'arrêt Dobbs en 2022. C'est vraiment ce qui a lancé sa carrière, je dirais son deuxième souffle comme vice-présidente. Euh, Parce que les 2 premières années à la vice-présidence, on ne la voyait pratiquement pas. Tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle faisait, où elle était. Alors qu'avec l'arrêt Dobbs, ça a été son cheval de bataille parce que c'est déjà quelque chose qu'elle avait fait en Californie quand elle était la procureure générale de l'État de la Californie. Alors, c'est vraiment ça qui l'a lancé et ça a vraiment pris une espèce de tournure très particulière parce que c'est pas seulement elle, mais c'est aussi son colistier, Tim Vance, parce que eux, ils ont eu des enfants la procréation assistée. Alors, c'était vraiment. Donc, ils se sont vraiment positionnés sur cette carte-là. Ils sont très, très forts et Trump et les républicains qui sont en fait appuyés par la droite chrétienne fondamentaliste, ben, comme tu peux t'imaginer, donc c'est Harris et Valls qui sont vraiment aux commandes quand on parle de ces questions-là. Alors, en relisant ces données de ce sondage de GLAAD, donc l'organisme qu'on a nommé tout à l'heure, qui s'occupe des enjeux queer à toutes sortes de niveaux, dans ce sondage, il y a un troisième enjeu qui vient se mettre là-dedans, les enjeux environnementaux qui sont importants pour nos communautés. Alors, encore une fois, je me dis, mon Dieu, les questions queer viennent plus loin. Pourquoi les questions environnementales sont si importantes? Bon, dans ces sondages-là, je ne suis quand même pas une experte en sondage, mais dans ces sondages-là, ce qui est intéressant à voir, c'est qui est susceptible de répondre. Et je suis allée fouiller un petit peu plus tantôt, et c'est vraiment des très jeunes queers qui ont répondu au sondage. OK? Alors, c'est sûr que pour la nouvelle génération, la génération Z, les questions de changement climatique, ça les touche beaucoup. Et aussi, ce qui est intéressant, au niveau de la répartition des communautés adultes LGBT aux États-Unis, il y a une forte concentration qui se passe sur la côte ouest américaine. Donc, la Californie, l'Oregon, l'État de Washington. Et ça, c'est intéressant aussi de voir parce que eux, depuis plusieurs années, les feux, je veux dire, ils sont vraiment affectés par les questions environnementales d'une façon très dramatique. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, là, mais ils sont vrais. Alors, c'est assez intéressant de voir qu'à cause de cette concentration-là, moi, je pense que ça a pu remonter, si tu veux, l'espèce d'anxiété autour de l'environnement et des changements climatiques. Et au niveau de l'environnement, entre Donald Trump et Kamala Harris, Ben, on le sait très bien, Donald Trump, lui, c'est qu'on fait la coupe à blanc dans les parcs. Encore une fois, l'administration Biden a fait, dans le contexte américain, parce que, bon, tout ce qui touche à l'environnement au niveau des politiques américaines, c'est toujours du bout des lèvres puis sur la pointe des pieds. Mais ils ont quand même fait beaucoup de travail. Ils ont permis vraiment, ils ont investi énormément dans les parcs nationaux, ce qui est jamais vu dans la politique américaine contemporaine. Donc, c'est vraiment encore une fois, mais encore là, c'est quelque chose le discours sur l'environnement, c'est pas invité dans la campagne électorale, comme tu as pu le remarquer. Harris s'est tenu très, très, très loin parce que les États pivots, hein, on parle de la Pennsylvanie, Michigan, le Wisconsin, les questions environnementales, c'est pas très chaud, chaud. ouais. Alors, elle a pas vraiment poussé, elle n'a pas mis l'épaule à la roue, comme on dirait. Bon, mais là, on va quand même arriver aux questions spécifiques aux droits des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Quelle importance ça revêt, puis c'est quoi les questions les plus importantes à ce niveau-là? Ben, tu vois, moi, je pense, parce que quand je reviens au sondage de GLAAD, moi aussi, comme toi, j'étais un peu étonnée que les questions d'égalité au niveau des droits des LGBT, c'était très bas hein, Mhm. dans le sondage. C'est à peine, j'ai le sondage devant moi en ce moment, là, 17%. Mm. Moi, je pense qu'il y a eu comme une espèce d'inflation, si tu veux, le fait qu'il y a eu tellement d'avancées pendant plusieurs années qu'il y a un effet que les gens pensent qu'on est déjà arrivé, tu comprends? Alors que Puis ils oublient les 500-600 projets de loi ou lois qui ont été oui, adoptés qui réduisent nos droits dans les États américains, notamment la oui, Floride et le Texas. Ouais. oui, et j'ai l'impression que ça s'est retrouvé justement dans les préoccupations autour de l'avortement et de Oui. l'accès au. Alors, je pense que
C'est comme, je repensais encore au sondage ce matin, puis je relisais d'autres trucs, puis je me disais, bon, je pense que c'est ça, il y a eu comme un déplacement, si tu veux, tu vois. Fait que je pense que c'est encore là, puis comme tu dis, on est rendu à plus de 600 lois qui ont été passées aux États-Unis, puis il y en a un autre 200 là, qu'on attend des réponses. Alors, c'est vraiment, c'est la catastrophe. Là. Oui, De puis ce côté-là, il y a un recul. ce vent-là souffle en Alberta là, parce qu'eux aussi viennent de déposer une loi qui réduise très largement là, c'est draconien, là, les droits des personnes trans. C'est assez inquiétant. Cela dit, je l'ai mentionné en début, en présentation, que ces élections-là, ce ne sont pas que de l'élection présidentielle. Il y a tout le Congrès qui doit y passer, 435 membres du Congrès. Donc, c'est le contrôle de la Chambre des représentants et le tiers du Sénat. Ça aussi, c'est important parce que si on a une présidente démocrate qui est prise avec un Sénat et une Chambre des représentants qui est contre elle, elle ne pourra pas faire grand-chose, là. Oui, puis les gens, ce qu'ils oublient toujours, c'est que le président a le pouvoir de nommer les juges fédéraux. Ouais. Alors, sous Trump a réussi à élire près de 200 juges fédéraux. Alors, ça explique pourquoi certains États sont allés d'une façon très agressive. On parle toujours de la Floride, bien sûr, mais de l'Arizona également. Ils sont allés d'une façon très agressive pour réduire les droits des femmes et les droits des communautés LGBT. Alors, avec la complexité de la gouvernance aux États-Unis, c'est sûr que c'est vraiment important il faut avoir un congrès fort, une chambre de représentants forte, parce que ça va éviter à ce moment-là de reposer sur la Cour suprême pour prendre des décisions. Alors, ce qu'on assiste depuis 2 ans, c'est que la Cour suprême s'est ramassée avec des pouvoirs démesurés par rapport, finalement, à des gens élus, parce que les juges sont nommés, ils ne sont pas élus. Alors, c'est pour ça que c'est super important. Et on oublie ça parce que les élections présidentielles, c'est comme l'œil du cyclone. Hein? Ouais. Donc, on oublie tout ce qui se passe autour. Et alors que, à la limite, ce qui se passe au niveau des États, au niveau des gouverneurs, des représentants, c'est vraiment super important. Ben, écoute, Voilà. on va passer une longue soirée, semaine peut-être, ou mois, à suivre le dépouillement et les recomptages et les poursuites en justice de ce résultat, à moins qu'on se trompe et qu'il y ait un clair gagnant ou gagnante à la fin. Chantal Nadeau, nous, on se reparle la semaine prochaine, exceptionnellement. Oui, si je suis encore en vie. Alors voilà. Arrête-toi. Merci beaucoup, Chantal. OK, bye-bye. C'était Chantal Nadeau, professeure en études de queer et féministe à l'Université de l'Illinois à Chicago. Et en deuxième partie, une personne jeune sur 4 subit de l'intimidation, dont plusieurs personnes de la diversité sexuelle et de genre. On en parle avec le directeur d'Ensemble pour le respect de la diversité, Raphaël Provost. Et puis faire un coming out, les pour et les contre. Et on va aussi parler de voyage. Ouais, parce qu'il commence à faire froid. Puis ben là, on a reculé d'une heure, fait qu'il fait noir, de bonne heure. On a frette, on a le goût de sortir. Regardons donc ces destinations bienveillantes et sécuritaires pour nos communautés dans le Sud. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. En deuxième partie, intimidation, coming out au travail et voyage dans le Sud. Actualité. Une jeune personne sur 4 subit de l'intimidation. 1 sur 4. L'organisme Ensemble pour le respect de la diversité est engagé plus que jamais dans la lutte contre l'intimidation. En fait, l'organisme a fait son thème de campagne de financement annuel et pour en parler, on reçoit son directeur général, Raphaël Provost. Bonjour, bonsoir. Oui, bienvenue à l'émission. Merci pour l'invitation. Ben, parlons d'abord de l'organisme, parce que c'est vrai, l'Ensemble pour le respect de la diversité, c'est quoi? On a le nom le plus long au monde. Hein? Oui, j'avoue. Mais ça dit tout ce qu'on fait. Depuis 27 ans, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la rencontre des jeunes dans les écoles primaires et secondaires de toutes les régions du Québec, puis on déborde même aussi dans les autres provinces. Je reviens du Nouveau-Brunswick, justement. On va donner des outils aux jeunes pour qu'ils puissent reconnaître que c'est une forme de discrimination, soit s'ils la subissent ou s'ils la font subir.
racisme, sexisme, homophobie, transphobie. On parle de grossophobie. On est vraiment au sens très large de la diversité. Donc, tout le monde peut s'y reconnaître parce que malheureusement, beaucoup trop de jeunes ont subi, subissent ou vont subir de l'intimidation. Le fameux 1 sur 4, là, Ouais. j'ai envie de rajouter au moins un jeune sur Au 4. moins un sur Au quatre. moins un jeune sur 4. Et c'est ce qu'on fait depuis 27 ans. J'ai une équipe fabuleuse de 16 personnes actuellement qui va à la rencontre des jeunes quotidiennement. C'est plus de 1000 ateliers qu'on offre chaque année. C'est 36 000 jeunes qu'on rencontre. Donc, disons que je suis quand même assez aux premières loges de ce qui se passe dans notre société avec ces jeunes. Je reviens, 27 ans. 27 ans. Quand même. Ça a commencé comment? C'est quoi l'histoire d'organisme? À la base, on s'appelait la Fondation de la tolérance. C'était Aïe, un aïe. groupe de personnes qui se sont dit pour lutter contre l'antisémitisme, donc la discrimination envers les personnes juives, l'éducation était peut-être la clé. Donc, ils ont créé une fondation qui, à l'époque, s'appelait la tolérance. Et c'est un terme qui, d'une autre époque, avait peut-être beaucoup plus de sens. Aujourd'hui, on essaie de s'éloigner de la tolérance. On veut vivre ensemble. Donc, une quinzaine d'années, on est devenus ensemble pour le respect de la diversité. Mais donc, ce groupe-là se sont dit, l'éducation, c'est la clé. Et j'y crois, moi, 27 ans plus tard. Je n'étais pas là quand ça a été créé, mais 27 ans plus tard, on est encore là avec la même mission qui n'a pas tant si évolué que ça, autre que le titre, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire auprès de nos jeunes. Et l'éducation, bien, c'est la clé, mais il faut le faire en continu et pas juste une fois de temps en temps. J'avais le goût de dire, il me semble que quand on fait un organisme comme ça, quand on le crée, on espère qu'un jour il va disparaître. Puis Oui. 27 ans, c'est encore là. Ça dit quoi, ça, notre société? Ça dit qu'on avance, qu'on recule, qu'on se tasse de l'autre bord, qu'on réavance. C'est sûr qu'en même temps, notre organisme a aussi évolué avec la société. Donc, les enjeux, on les aborde pas de la même façon. Certains enjeux, on n'en parlait pas il y a 27 ans, on en parle aujourd'hui. Par exemple, justement, l'homophobie, il y a 27 ans, dans les écoles, c'était assez rare qu'on aborde l'homophobie du sens de l'éducation. Les gens en subissaient, mais aujourd'hui, on est là pour que les gens en subissent le moins possible. Donc, on évolue avec la société. Donc, probablement que notre organisme va jamais disparaître. Je nous le souhaite, je me le souhaite. Mais en même temps, on vit dans un monde complexe, que les frontières ne sont plus les mêmes. Et tant qu'on n'aura pas la même équité partout, ben mon organisme va devoir exister parce qu'il est teinté par tout ce qui se passe ailleurs. Je vous écoutais un peu plus tôt tantôt avec les élections américaines. Ce qui se passe pas très loin d'ici, ça a un impact direct chez nous. C'est Donc, vrai. tant que les États-Unis ne seront pas au même point que nous, ben ça va toujours être un travail continu à faire. Donc, je nous le souhaite, mais il ne faut pas le voir comme une destination, il faut le voir comme un travail continu. Puis si on change un peu notre perspective, ben ça va peut-être changer un peu aussi l'impact de nos actions si on le voit sur un travail continu. Comme tu disais tantôt, on avance, des fois on recule. Là, aux États-Unis, je pense qu'on recule, mais Oui. on va espérer qu'ils reprennent le mouvement vers l'avant. Parlons d'intimidation. Oui. C'est quoi l'importance d'intimidation chez les jeunes? On a dit 1 sur 4, là, mais encore, qu'est-ce que c'est? C'est omniprésent. Peut-être que les gens nous écoutent en se disant, il y a une époque, ça prenait une pause à 4 heures quasiment l'intimidation. Donc, si on avait la chance de vivre dans une maison bienveillante, accueillante, avec des proches qui nous respectent, bien, il y avait quasiment une pause à l'intimidation Ouais. si on en vivait. Aujourd'hui, elle n'arrête jamais. Avec les médias sociaux, on est hyper connectés aux autres et c'est beaucoup trop facile de dire que les jeunes devraient juste s'enlever les médias sociaux ou même nous comme adultes. On doit vivre avec les médias sociaux. C'est aussi plein de beaux outils pour pouvoir connecter avec des gens qui nous ressemblent. Tout à Ça fait fait. du bien, ça brise l'isolement, mais en même temps, c'est dans la même cage. Donc, c'est comme si on s'enfermait dans notre propre cage, mais en même temps, on y trouve une certaine liberté. Donc, un grand paradoxe là-dedans, mais les jeunes la vivent de toute forme. Il y a une montée, puis pas juste, on parle souvent d'homophobie depuis un certain temps, de transphobie. Le racisme, le sexisme, la grossophobie, c'est d'une montée qui fait peur dans nos écoles. Pas qu'à Montréal, pas qu'en région, pas plus un endroit qu'à un autre. Il y a des réalités qui sont parfois différentes. Mais si, par exemple, j'isole le sexisme, là, quand on parle de consentement dans les écoles, ben, les garçons rient. Mhm. Et ça nous trouble. Qu'en 2024, les gens soient aussi décomplexés dans leur façon d'interpréter les discriminations, ça ne les concerne pas. Ils utilisent des termes qui n'ont pas de bon sens entre eux. Parfois, ils répètent beaucoup de choses qu'ils ont entendues ailleurs aussi. Donc, ça nous inquiète comme organisme. Je vais me permettre un commentaire parce que moi, récemment, j'ai reçu au-delà de 300 commentaires homophobes sur les réseaux sociaux. Ça n'a Là, aucun bon à un sens. point où moi, ça m'a troublé. J'ai dû faire une pause et je suis une personne plus âgée. Puis ça venait de personnes plus âgées et les commentaires étaient absolument dégradants, scabreux, pour ne pas dire scatologiques.
Et je me dis, mais c'est ça que les enfants entendent, c'est ça qu'ils reproduisent. Exactement. Il faut prêcher par l'exemple. Puis j'ai l'impression qu'on a bien de la misère avec ça. Puis c'est utopique de penser que cette génération, cette relève va nous sauver de tous nos malheurs. C'est plus complexe que ça d'une génération à une autre. On réinterprète, on reprend des codes de d'autres générations. Et quand ils nous voient faire ça, juste quand ils nous voient commenter, par exemple, quand on regarde la télévision, puis que vous regardez, par exemple, un gala un dimanche soir, puis que vous jugez l'apparence d'un tel, comment il parle, comment il a de l'air, bien, les jeunes reprennent les mêmes codes. Donc après, quand on se demande comment ils se jugent entre eux, bien, on passe notre temps, nous, à se juger entre nous. Et j'invite les gens à avoir ce travail-là, parce que je le dis souvent, on ne peut pas changer le monde. Par contre, on peut avoir un impact dans son petit monde à nous. Et ça commence par des petits gestes et prendre conscience de qu'est-ce que je viens de dire? J'aimerais-tu me le faire faire? Et moi, mes parents m'ont donné le meilleur conseil à vie. Ne pas faire aux autres ce que j'aimerais pas me faire faire. À 31 ans, j'essaie encore d'appliquer ce conseil-là quotidiennement quand j'ai une réaction, parce que je m'insurge sur plein d'affaires. Mais avant d'aller trop loin, je me demande est-ce que j'aimerais, moi, recevoir le même traitement? Tout à fait. Et c'est important de garder ça dans notre équation, puis ce que tu as subi, ça me met à l'envers, parce que les gens se dédouanent en se disant, ben c'est les médias sociaux et tout. C'est violent, ça s'accumule. On n'oublie jamais chaque agression qu'on a subie, peu importe la forme qu'elle a prise. Et les gens, il y a une banalisation de ça et ça m'inquiète, moi. Puis le problème, c'est qu'on l'internalise. Moi, j'ai eu la réaction, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça alors que j'ai rien fait? Tout ce que j'ai fait, c'est juste d'être qui je suis. Je voudrais qu'on parle de ton organisme. Vous êtes en campagne de financement. Exact. Alors là, vous allez faire une campagne de financement, mais une campagne aussi contre l'intimidation. Parle-moi de ça. Parce qu'on ne se cachera pas, c'est une campagne à la base qui se dit financière, mais nous, on la souhaite rassembleuse. Oui. Pour ça qu'on a appelé Ensemble, luttons contre l'intimidation, parce qu'on constate que le travail ne se fera pas tout seul. Ça ne peut pas juste être les organismes communautaires, ça ne peut pas être que les écoles, ça ne peut pas juste être en classe. Il faut vraiment qu'il y ait un travail collectif pour qu'on puisse s'y attaquer, de la maison jusqu'à la cour d'école. Donc, on a lancé une campagne qui va durer quelques mois. On ne voulait pas se presser parce que le temps est important quand on fait une lutte aussi importante. Et on s'est aussi associé à plein de belles personnes ambassadrices. Si je dis Isabelle Maréchal, je peux nommer aussi Maya Colamboni de L'Oréal Canada, Martine Roy, qui se passe de présentation maintenant dans nos communautés, qui est à l'ATD, mais qui est aussi présidente du Fonds de la Purge. Donc, plein de belles personnes qui s'associent au message pour qu'on puisse le faire en équipe. C'est un travail d'équipe. Chaque personne doit embarquer parce qu'on veut réduire le 1 sur 4. On n'atteindra peut-être jamais le 0. On peut s'éloigner au moins du 1 sur 4. Ça va être déjà ça de gagner. Une personne, c'est une personne de trop. Exact. Et votre objectif de campagne? 225 000 $. Wow. Et je sais que c'est cliché, mais chaque don compte. Oui. Puis vous pouvez faire aussi juste le partage de notre campagne, en parler, y réfléchir, nous donner des conseils, nous inviter, parce qu'on n'a parfois peut-être pas les moyens de le faire, mais pour vrai, 1 $ peut faire une différence. 10 $, c'est un jeune sensibilisé. Merci beaucoup, Raphaël Provost, puis on va te recevoir de toute façon pour notre émission de fin d'année. J'ai hâte. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Faire un coming out au travail, c'est oui ou c'est non? Les pour et les contre. Bien, pour en parler, je reçois Maxime Dumais, conseiller d'orientation et coach holistique en pratique privée pour les particuliers et les collectifs. Il est le leader fondateur d'Equinox Coaching. Fait qu'on va tout vous expliquer ça avec lui. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Habituellement, quand j'ai un nouvel invité, je lui demande quels pronoms et quels accords on utilise avec toi. Avec moi, on utilise le pronom « il » et Les accords voilà. masculins. Voilà. Bon, alors, c'est quoi la mission et l'histoire qui t'a mené à la création d'Equinox? Ben oui, Equinox Coaching, un cabinet de coaching professionnel puis d'évolution de carrière. En fait, avant Equinox Coaching, s'appelait Création Carrière. Ça a été le premier nom de la compagnie. Donc, spécialisé en transition de carrière. On est né pendant la pandémie. Pendant la pandémie, il s'en passait des choses dont beaucoup de gens qui cherchaient un sens au travail et voulaient avoir des changements, voulaient s'écouter davantage. Ça a été vraiment l'âge d'or pour mon métier de conseiller d'orientation et j'ai découvert le coaching à travers les dernières années. J'ai trouvé que cette approche-là manquait à ma pratique. Je l'ai ajouté et le nom création carrière était un petit peu moins représentatif de ce que je voulais faire. Alors, on a évolué vers Equinox. Maintenant, on accompagne des clients, des leaders qui cherchent à avoir plus de sens au travail, mais également qui veulent s'empuissancer pour pouvoir avoir un plus grand impact dans le monde. Donc, on va beaucoup plus loin que la carrière, coaching de gestion, coaching
d'affaires, services aux entreprises également, mais on reste des spécialistes de la carrière et on accompagne beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ+, qui veulent justement avoir une pleine authenticité au travail. Donc, quand tu m'as appelé pour faire cette entrevue, je me suis dit, ben pourquoi pas? Parce qu'on en voit au quotidien dans notre bureau qui vivent justement des discriminations ou qui ont peut-être de la difficulté à vivre pleinement leur orientation sexuelle au travail. Alors, est-ce qu'on peut vraiment vivre une vie complètement alignée entre la vie à la maison et la vie au travail? C'est-à-dire qu'une personne queer ou une personne gay, peu importe, peut s'assumer au travail. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, Est-ce que c'est possible de complètement? Je crois pas. Non, hein? Ben nous non plus, on ne croit pas que c'est possible que complètement on soit aligné dans tous les aspects de notre vie. Par contre, c'est possible de l'être une bonne partie du temps. Moi, dans mon cas, je suis très heureux au travail, autant professionnellement que personnellement. J'ai un équilibre qui est quand même assez certain, mais c'est sûr que tout n'est pas parfait. Le pari qu'on fait chez Equinox, c'est que si on met les choses en place pour pouvoir être exactement à la place où on devrait être dans la vie, ben ça devrait se passer assez bien presque 90% du temps. Le 10% qui reste, ben c'est la vie, hein? Il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tout. Alors, c'est quoi les défis principaux que les personnes LGBTQ+, ont à faire face quand elles veulent intégrer ou être elles-mêmes au travail? Ben, je te dirais que, premièrement, c'est de trouver un milieu de travail réellement inclusif. Hein, parce que présentement, c'est la mode. On n'a pas toujours le choix, hein? Oui, ben, c'est ça. Puis, tu sais, premièrement, c'est de le trouver. Hein, oui. Puis premièrement, même de savoir qu'est-ce qu'un milieu inclusif pour soi. Hein, parce que pour certaines personnes, ils vont accepter un certain type d'inclusivité. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de plus d'espace pour vivre pleinement leur orientation sexuelle. Fait que premièrement, de se poser la question, moi, j'ai besoin de quoi comme milieu inclusif? C'est quoi pour moi un milieu inclusif? Et par la suite, ben, c'est de chercher ce milieu-là et faire attention aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de milieux de travail qui se disent inclusifs, qui implantent des politiques EDI parce que c'est sexy, parce que c'est à la mode. Mais ça s'arrête aux toilettes non genrées. Ben genre. Et finalement, ben quand on rentre dans le milieu et qu'on parle aux dirigeants, on parle aux gestionnaires, ils sont même pas capables d'expliquer c'est quoi une politique EDI. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand un milieu se dit inclusif, ça veut pas dire qu'il l'est à 100%. Il faut faire attention, il faut faire ses recherches comme il faut, peut-être parler également aux gens dans le milieu. Et là, quand on va sentir la culture, on va sentir le quotidien, c'est là qu'on va pouvoir déterminer est-ce que c'est un vrai milieu inclusif ou non. Et là, je vais rentrer dans une question moi, qui m'intriguait depuis le début de cette démarche-là qu'on a fait avec toi. Est-ce que quelqu'un n'a pas toujours le choix de son milieu de travail, hein, parce qu'on est dans des fois, on est pris là-dedans pour toutes sortes de raisons, que ce soit la caisse de retraite, que ce soit parce qu'il n'y a pas d'autre emploi. Et quand on est dans un milieu qu'on ne sent pas si ouvert que ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, tu sais, je te le dirais que c'est assez rare qu'une personne n'a pas du tout le choix d'être dans un milieu de travail. Parfois, on a l'impression que c'est le seul milieu de travail parce que, par exemple, ça a pris du temps à se trouver un emploi, parce qu'on a des bonnes conditions de travail puis on ne veut pas les perdre. Mais le marché de l'emploi est assez favorable actuellement pour quand même choisir un milieu qui soit représentatif puis qui soit un lieu d'expression de soi puis qui nous permette d'être pleinement soi. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais en restauration. J'étais dans un milieu où ça va vite, où c'est très masculin, où les stéréotypes sont assez présents. Puis souvent, j'avais des blagues homosexuelles un peu grivoises parce qu'on pense que les homosexuels aiment plus parler de sexualité, par exemple, que les hétérosexuels. Hein. On dirait que c'était une pensée des gens avec qui je travaillais. Puis à ce moment-là, moi, j'embarquais là-dedans parce que je pensais que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour me faire accepter. C'est triste, hein? Oui, c'est triste. Ouais. Oui, c'est triste. Puis c'était aussi très typique du milieu parce que maintenant, je suis en relation d'aide et c'est très rare que je vais recevoir des commentaires discriminatoires. J'ai choisi un milieu de travail qui
m'accepte pleinement dans ce que je suis. Moi, je suis en plus une personne en situation de handicap et quand je suis dans un milieu en lien avec, par exemple, des intervenants en relation d'aide, je dis pas que je vis jamais de discrimination. Par contre, je suis dans un milieu qui est beaucoup plus empathique, un milieu qui est beaucoup plus ouvert. Donc, j'ai choisi mon milieu de travail en fonction de qui j'étais. Parce que lorsque j'étais dans un milieu comme la restauration, ben, c'était une des raisons pour lesquelles je l'ai quitté. Parce que souvent, je devais me travestir, être un peu quelqu'un d'autre ou jouer la tapette pour que, les gens aiment. Puis là, j'ai fait tapette entre parenthèses, hein, Oui, oui. on va le dire aux auditeurs, parce que je sentais que c'est ça qu'on attendait de moi. J'étais jeune, je voulais me faire accepter, donc je jouais ce rôle. Et moi, j'ai le goût de dire aux jeunes aujourd'hui, vous n'êtes pas obligés de jouer un rôle. Vous pouvez être tout simplement vous. Et lorsque vous sentez que vous n'êtes pas dans un milieu sécuritaire, il y en a d'autres milieux pour vous, je vous le garantis. Tournez-vous vers vos proches, vers vos ressources pour être en mesure de trouver ces milieux-là parce qu'ils existent. Ils sont peut-être pas extrêmement nombreux. Il y a des milieux qui sont fermés, mais des milieux pleinement inclusifs, ça existe. On l'est chez Equinox. Oui, puis on l'est aussi à Canalem, je peux le dire. Exact. J'aimerais quand même dire que la loi oblige les employeurs à créer des milieux de travail sécuritaires. Alors ça Exactement. aussi, il faut que les gens sachent ça. Exactement. Puis il y a beaucoup d'avantages à avoir un milieu ouvert, inclusif. Je peux t'en nommer quelques-uns. Oui. Hein? Dans les milieux qu'on voit qui sont plus inclusifs, qui se disent inclusifs, mais qui le vivent également au quotidien, on voit que les équipes de travail sont plus épanouies et également plus productives. Et c'est prouvé par la science. Pourquoi? Parce que les équipes se sentent dans un milieu où, si on accepte les diversités, on va accepter la diversité des idées. On va accepter les demandes qui sortent de l'ordinaire. C'est prouvé par des études en 2013 par Deloitte que 83% des personnes qui ont été sondées, qui sont dans un milieu inclusif, qui se dit inclusif pour les personnes LGBTQ, ont davantage de présentéisme au travail et veulent davantage aller vers des idées innovantes. Également, d'autres avantages, des entreprises qui se disent inclusives vont attirer une certaine clientèle. La clientèle LGBTQ est une clientèle importante et statistiquement, ils ont plus d'argent que la majorité de la population pour bien des gens. Donc, ces gens-là deviennent des clients pour ces entreprises-là. Souvent, les entreprises ne vont pas penser dans ce sens-là. Il ne faut pas seulement penser pour les avantages financiers, mais je sais que certains de nos entrepreneurs vont penser comme ça. Ben, l'argent, ça parle. Ben, exactement. On va devoir arrêter ici. Maxime, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir et moi, je me dis qu'une prochaine fois, on pourra aller plus loin dans ces avantages-là pour donner l'impression aux gens que c'est important de mettre ça de l'avant. Tout à fait. On va sûrement te réinviter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. À voile et à vapeur, parlons voyage. Ah, salut. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé. Pascal Chalmel d'LGBT Voyage, ça va bien? Ben, effectivement, oui, merci, ça va très bien. Ben là, je vais révéler quelque chose sur ta vie privée. Je sais que tu es à la veille de partir en voyage. Je pense que tu es à l'hôtel ce soir, hein, c'est ça? Oui, dimanche. Enfin, ben là, je n'ai pas voyagé depuis le mois de février l'année passée. Alors là, il était temps que Un j'aille agent de passer. voyage qui ne voyage pas, c'est pas une bonne idée, ça. Non, c'est ça exactement. Mais bon, ça a été un été plutôt mollo. On préparait la rentrée, on prépare le. Donc là, et puis là, je pensais que début novembre, c'était le bon temps pour faire un petit voyage dans le sud, aller se reposer un peu avant la saison La grande saison hiver touristique, qui s'en ouais. vient. Bon, Ouais. Pascal, je pense que j'aimerais qu'on parle d'une situation qui est très dans l'actualité. On sait qu'il y a eu des intempéries à Cuba. On sait que depuis la pandémie aussi, il y a des problèmes d'approvisionnement à Cuba. Est-ce que ça se règle, tout ça? Ben écoute, je te dirais que moi, j'ai vu les événements qui se sont passés, surtout qui ont été télévisés, qui ont été au niveau de beaucoup de médias, au niveau de ce qui s'est passé avec l'électricité à Cuba, la semaine du 20 octobre, 21, 22 octobre. Moi, j'avais des clients à destination. C'est sûr que les médias ont mis ça
énorme là, par rapport à ce que moi j'avais comme comeback de mes clients parce que bon, beaucoup d'hôtels ont des génératrices déjà. Les caillots coco, les caillots largo, tout ça n'ont pas été touchés par ça. Les gens pensaient qu'ils étaient tous touchés, mais c'était pas vraiment le cas. J'avais des gens, des clients à la Havane. Oui, il y a eu de la perte d'électricité. Je dirais, au niveau de l'approvisionnement, ben, écoute, je te dirais que ce qu'on voit passer, ce que j'entends présentement de mes clients, j'en ai beaucoup qui sont à destination présentement parce que j'avais un groupe qui partait le 2 novembre, donc ils sont là présentement. Tout se passe bien, il y a de la nourriture, il y a de la boisson, tout le monde est heureux, il fait beau. Bien sûr, les médias se sont, surtout les chaînes télévisées se sont, quand il y a eu la coupure d'électricité, il y a eu beaucoup d'informations par rapport à ça, mais quand c'est revenu, tout d'un coup, il n'y avait plus d'informations par rapport à ça. Alors, ça a provoqué une espèce de déluge d'annulation de gens qui partaient. Moi, j'ai des gens qui m'appelaient pour le mois d'avril l'année passée, l'année prochaine, tout ça. Mais je dirais il y a des très bons prix sur Cuba parce que justement, les gens ont déserté un peu, ont annulé, tu sais. Mais moi, pour avoir peut-être une trentaine de clients à destination présentement, je reçois des nouvelles régulières parce que j'avais un accompagnateur sur mes groupes et tout se passe très bien. Ça se replace très bien. Je dirais aux gens de ne pas avoir trop peur. C'est sûr que Cuba, ça reste Cuba. On n'y va pas pour la nourriture, mais euh, moi, j'irai. Il faut dire que Cuba, c'est une destination LGBT friendly, comme on Oui, dit. Excuse-moi le chinois, là, mais c'est ça, c'est ouvert pour nos communautés. ben, c'est une destination, quand on parle dans le sud, je trouve que bon, on n'a déjà pas beaucoup d'autres choix. Hein, tu sais. Cuba, il y a 4 ans, en 2019, ils ont ouvert un hôtel exprès pour la communauté LGBTQ+. C'est un hôtel qui est à Cayo Coco, qui est à le Muturembo, pour pas le nommer, qui est un hôtel qui est vraiment pour la communauté, qui est aussi bien pour les trans, pour les femmes, pour les hommes, il n'y a aucun jugement. Tu signes une déclaration. Si tu es hétéro, que tu veux y aller, tu dois signer une déclaration comme quoi il n'y aura aucun propos homophobe qui sera toléré dans l'hôtel. On a une grande chance d'avoir ce genre de produit parce que je te dirais qu'ailleurs, il n'y en a pas de produits comme ça. Oui, on parle un petit peu de Puerto Vallarta si on revient, mais Cuba est quand même une des destinations qui est le fun pour la communauté. Cayo Largo, c'est plage naturistes. Cayo Santa Maria, moi j'ai un groupe pour Cayo Santa Maria en mars qui part. Et puis, il y a les plages naturistes. Ils sont très ouverts. Les Cubains sont un peuple très ouvert pour la communauté. Et puis, j'encourage souvent des gens à dire euh, d'aller à Cuba, justement, parce que c'est une destination pour ses plages, pour le peuple, et oui, il y a quelques petits problèmes, mais bon, quand on le sait d'avance, tu sais, on compare des tarifs. Si on regarde le Mexique, je fais beaucoup de comparaisons en ce moment des destinations comme le Mexique, Puerto Vallarta. Je regardais en plein hiver, si on regarde janvier-février, Puerto Vallarta, le Tropicana qui se vend à 1800 $. J'ai jamais vu ça, là. Les Hmm. prix cette année sont vraiment élevés. Tu sais. Comparativement à du Cuba où tu retrouves quelque chose à 1000, 1200, ben c'est sûr que tu dois t'attendre à avoir une différence dans le produit. C'est sûr. Tu sais. Ben, puis, bon, écoute, moi, j'ai déjà été au Tropicana à Puerto Vallarta, puis j'ai pas eu une expérience extraordinaire. Alors, tu vois, ça dépend aussi des gens. Mais cela dit, Ouais. les destinations qui sont ouvertes et sécuritaires pour nos communautés, c'est sûr que c'est toujours des choix compliqués. La Jamaïque, on va pas là. C'est pas un endroit très ouvert pour Non. les personnes queer. Fait que c'est sûr qu'il faut vraiment parler à quelqu'un pour être certain de ne pas aller à un endroit où on risque de Eh, subir de l'homophobie, là. Exactement. Tu sais, puis je dirais toujours que tu sais, les destinations sud, en réalité, on peut aller partout. Mais du moment que tu restes le problème, c'est que euh, oui, beaucoup de destinations se disent ouvertes, ils mettent le petit drapeau, tout ça, mais il faut faire attention parce que, bon, dans les piscines, tu sais, moi, je vais souvent en République dominicaine. Bon, c'est sûr que je vais pas me coller avec un chum dans la piscine où tant que je garde ma petite réserve, mais ça, c'est comme un peu partout. Je dirais que bon, si tu peux aller partout quand t'es de la communauté, sauf qu'il faut toujours faire son bon Ben, il jugement. Moi, faut j'organise rentrer dans son placard. Puis c'est tu sais, drôle que, moi, pour avoir été dans d'autres destinations, tu sais, les gens, les hétéros se collent, puis on dit rien, mais quand nous, on le fait, ça marche pas. exactement, Bon, exactement, ça c'est tout à fait vrai. j'aimerais ça que tu nous parles sur ton site web. Tu proposes maintenant, c'est beaucoup plus clair pour trouver des projets pour les communautés LGBT. Oui, on a Comment ça fonctionne, revampé. ça?
On a revampé le site pas mal. On a aussi mis le nom de Voyage Gay. J'ai acheté le nom de domaine voyagegay.com pour que ce soit plus facile pour la communauté que LGBT Voyage, qui en réalité LGBTQ+, fallait que j'englobe plus. Et puis je disais Voyage Gay. Je me suis dit, bon, ben, tout le monde va se reconnaître là-dedans. Et on a décidé de vraiment différencier les produits. C'est-à-dire que dans les produits, on retrouve Atlantis, Vacaya. Bien sûr, il y aura bientôt Olivia pour les femmes sur le site. On a aussi nos départs de groupes exclusifs. On a plusieurs départs. Justement, quand on parle de destination pour la communauté, moi, j'ai décidé de partir un groupe sur le Maroc. Oui, c'est surprenant, mais pour y avoir été au Maroc, j'ai trouvé que c'était une destination qu'on ne doit pas s'empêcher d'y aller parce que c'est une destination musulmane. Je me dis qu'on peut très bien voyager en tant que gay et faire le voyage. J'ai eu beaucoup de commentaires homophobes là-dessus. J'ai eu beaucoup d'articles, beaucoup de criage sur ce groupe-là, de gens qui postent. En tout cas, je pense que tu sais de quoi je veux parler un petit peu, de gens qui critiquent sur les réseaux sociaux. Mais je tenais à le faire, ce groupe-là, parce que je me dis, je vois pas pourquoi, parce qu'on est gay, qu'on n'aurait pas le droit d'aller au Maroc et de découvrir ce fantastique pays. Oui. Euh, Ouais, c'est pour juste, revenir à c'est mon juste site, de prendre des décisions puis de faire attention quand on y va, c'est effectivement. exactement. Et puis du moment que tu restes à place, moi je suis allé à Marrakech, je suis allé à Ouarzazate, je suis allé à des places, puis j'ai jamais senti rien par rapport à ça. Puis je me dis un groupe gay dans un circuit comme ça, je vois pas pourquoi on s'empêche d'y aller parce que c'est pas la même religion, là. Tu sais, c'est Ouais. comme et puis pour en revenir au site, c'est ça, tu m'as posé la question. Ben, j'ai décidé de partir bientôt en ligne. Il y aura un nouveau petit symbole sur le site qui permettra de faire des rencontres en même temps qu'on voyage. J'en dirai pas plus, mais c'est à surveiller. J'ai décidé de mélanger le rencontre et le voyage, donc ça sera à surveiller. Bon, alors peut-être que tu vas m'aider à me trouver un mari. Merci beaucoup, Pascal Chalmel. Puis bon Ben, voyage ça à m'a toi fait bientôt. Puis on se plaisir. reparle le mois Merci prochain. beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis-Martin-Chabot. J'ai le temps de dire merci à toute l'équipe, Godéric Trobe et Marie Massé à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Gerly Omelette, chef de contenu numérique, et Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion. Merci au chef d'antenne, Philippe Lapointe. Je m'appelle Denis Martin Chabot. C'était l'épisode 90 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. À la semaine prochaine.